à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire Comment devenir une société à mission. Dans un premier temps, avant de commencer ce webinaire, je vais juste rappeler quelques règles de fonctionnement. Donc pour que le webinaire se passe bien, on va couper l'ensemble des micros. Donc je vois que pour le moment, c'est ce qui est effectivement réalisé, je vous en remercie. Ça évitera d'avoir des petits bruits parasites pour les autres participants. Et également pour vous prévenir que ce webinaire sera enregistré puis diffusé. Donc c'est aussi pour cela que nous coupons les micros. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure de ce webinaire, n'hésitez pas à les intégrer dans votre onglet qui s'appelle Converser. Donc c'est juste en bas de votre écran. Et donc voilà, donc vous avez le petit écran, le petit élément conversé qui va être en bas sur votre petite barre de tâches et donc qui va vous permettre d'avoir un rappel des règles et également de pouvoir poser vos questions auxquelles je pourrai répondre à la fin de ce webinaire. Alors, donc comment devenir une société à mission? C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit point sur l'introduction pour que vous ayez les bases vraiment de ce qu'est une entreprise à mission, une société à mission. On verra également les origines et la naissance de ce point. Les intérêts également à devenir une société à mission, parce que finalement, pourquoi une société lambda va se transformer en société à mission? Quels sont les objectifs, les intérêts? Pourquoi on va le faire? Également un point juridique, parce que c'est indispensable de passer par le réglementaire pour bien comprendre ce qui se cache derrière cela. Et bien sûr, la mise en application. Alors, tout d'abord, en introduction, donc, la société à mission telle que nous la connaissons actuellement, c'est une nouvelle forme de société commerciale qui va avoir une finalité d'ordre social ou environnemental. Donc, c'est quelque chose qui a été adapté dans plusieurs pays et c'est donc une une entreprise qui va vraiment viser cette qualité de société à mission en mettant en œuvre un modèle économique qui va être au service d'une mission, d'une raison d'être. Donc, on en reparlera plus spécifiquement dans l'onglet application et donc qui va vraiment faire partie intégrante de ces statuts. Donc, on va vraiment avoir un engagement statutaire qui va engendrer quelque chose de très formel, de très sérieux. Et donc, cette raison d'être, elle peut être environnementale, elle peut être sociale, elle peut être sociétale, et dans certains cas, elle peut même être économique. Et donc, en dernier, c'est effectivement le dernier triptyque vraiment de ce modèle, c'est le mode d'évaluation. Parce que plus qu'un engagement statutaire, on va avoir aussi l'appel à un organisme tiers indépendant qui va venir évaluer cet aspect-là pour vraiment vérifier que tout est en ordre au sein de cette société à mission. Alors, dans un premier temps, on va vraiment voir les origines et la naissance de ce phénomène. Donc, d'abord, ça prend vraiment de l'ampleur aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 30-40 ans, quand il y avait déjà des PDG, des directeurs d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, qui étaient donc intéressés par la responsabilité sociétale et par la diminution des impacts environnementaux de leurs activités. Sauf que le modèle économique états-unien posait question par rapport aux actionnaires, parce que eux qui étaient vraiment plus dans une recherche de profit, ça mettait en danger vraiment ces aspects, donc soit au niveau du profit, soit au niveau des impacts environnementaux qu'on voulait protéger. Donc, dans les années 2010, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les Benefit Corporations, qui ont vraiment pu mettre une nouvelle disposition juridique pour répondre aux préoccupations émises par les entrepreneurs, tout en conservant les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, on peut voir qu'au départ, c'était dans différents États, donc dans l'État de Californie, de New York, du Vermont, du Maryland, de Californie et du New Jersey. Alors, bien entendu, après, ça s'est exporté en Europe. Donc, ça s'est exporté d'abord en Grande-Bretagne, puis en Italie, et puis tout doucement en France. Donc, en France, en fait, on en a vu les prémices avec tout ce qui était issu de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça permettait d'avoir une forme un petit peu hybride entre vraiment le lucratif, le non lucratif. Et puis finalement, au sein du processus français, ça a vraiment pris ses marques dans un premier temps avec des travaux de recherche qui ont été réalisés à l'école des mines ParisTech. Donc, on a vraiment vu qu'en fait, le monde contemporain exigeait vraiment des nouvelles formes d'action au sein des entreprises, donc vraiment au sein du lucratif même, avec justement cette théorie de l'action collective où donc, les chercheurs ont démontré que avant de responsabiliser l'entreprise en tant que telle, il fallait d'abord reconnaître ce qu'elle est au fond.
Donc, ils ont défilé un petit peu ce fil rouge-là et ils en sont arrivés au phénomène de société anonyme à objet social étendu. Donc, en gros, de façon complètement synthétique, cet objet social étendu, il représente ce futur que l'on va vouloir créer ensemble et c'est ce qui va faire que l'entreprise qui se lance dans cette démarche va faire société, que vraiment elle va s'intégrer dans son territoire, dans tout ce qui va faire, dans tout ce qui va être autour d'elle. Mais tout en conservant un but lucratif. C'est vraiment l'intérêt. Et donc ça, quand les chercheurs des mines ParisTech vont proposer ce système, on est à peu près en 2013. Et c'est notamment pendant cette expérimentation que le mot mission, à proprement parler, et comme on l'entend d'ailleurs en ce moment, va s'imposer. Si on arrive aujourd'hui à parler de société à mission, c'est aussi parce qu'on a vu dans les années 2015, 2017, 2018 un terreau politique fertile. Donc il y avait vraiment une volonté politique de réforme. En 2017, Emmanuel Macron disait que dégager des profits, c'est aussi avoir une responsabilité sociale et environnementale. Et puis, il a été très vite repris par Nicolas Hulot, etc. Donc, on a, au sein du gouvernement français, lancé un projet de rapport. Donc, c'est le rapport maintenant qu'on appelle Nota Sénart, simplement parce qu'il a été rédigé par Jean-Dominique Sénart et Nicole Notat. Et donc, vraiment, ce rapport avait pour ambition de vraiment rechercher tout ce qui était de l'ordre des réformes et de ce que l'on pouvait faire au sein du territoire français pour qu'on puisse associer ces sociétés à mission. Et donc, de ce fait, il y a eu ce projet de la loi Pacte, donc qu'on connaît maintenant assez bien, qui a fait parfois bondir et rugir, et qui est effectivement une loi dans laquelle on va retrouver énormément de sujets, et notamment le sujet des sociétés à mission. Donc, c'est vraiment cette loi Pacte qui va créer, en tout cas qui va donner une vraie valeur juridique aux sociétés à mission. Et donc, elle va bien entendu reprendre les recommandations du rapport Nota Sénart, les propositions des chercheurs des mines ParisTech, etc. Et elle va même aller jusqu'à modifier le code du commerce. Et c'est ainsi, ding, 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 que nous avons les sociétés à mission. Ensuite, au niveau des intérêts de devenir société à mission, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure au moment du sommaire, effectivement, on va se demander pourquoi finalement une entreprise lambda qui a toujours très bien fonctionné voudrait devenir société à mission. Quels sont les intérêts et les objectifs? Donc, dans un premier temps, ça va être acteur du changement, parce que être société à mission, c'est vraiment être pionnier dans son domaine et c'est vraiment mettre au sein de ces statuts, enfin, instaurer au sein de ces statuts que certes, on est à but lucratif, mais que c'est aussi avec un engagement sociétal, social ou environnemental derrière. C'est définir un intérêt collectif, parce qu'une raison d'être, c'est quelque chose qui est porté par les parties prenantes, internes, parfois externes, mais surtout internes, donc vraiment les collaborateurs. C'est aussi offrir un engagement crédible, parce que de fait, c'est un engagement statutaire qui va être en plus évalué. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est fort en termes législatifs. C'est définir une stratégie à long terme, bien entendu. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur ce qu'est la raison d'être et pourquoi c'est important de bien la définir au départ. Et c'est notamment parce que ça va constituer un axe stratégique pour l'organisation par la suite. C'est aussi restaurer le dialogue social. Alors celui-ci, il est un petit peu plus particulier comme intérêt, mais il a toute sa place, simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi définir un intérêt collectif. Et donc, c'est aussi impliquer toutes les parties prenantes internes à ce processus, à cette démarche. Donc, parfois, ça peut aussi aider à restaurer le dialogue social en disant, bah oui, notre raison d'être, c'est ça, et maintenant, on se fixe tous dessus. Et c'est bien entendu aller au-delà de la RSE, notamment parce qu'il y a cet engagement statutaire. Et un dernier point aussi qui est peut-être anecdotique, que je n'ai pas marqué directement sur le PowerPoint, parce que pour l'instant, on n'en fait pas état, mais les entreprises à mission, pour ma part, j'ai bien espoir que d'ici certains temps, ce soit un critère dans les appels d'offres. Donc le point juridique désormais. Alors, il faut vraiment imaginer la société à mission comme une fusée à 3 étages. Donc, dans un premier temps, on va voir le premier étage. Donc ça, c'est celui qui est valable pour toutes les sociétés, donc qui est obligatoire finalement. Donc, c'est la prise en compte de l'intérêt social élargi. Donc là, c'est l'article 1833 du Code civil qui en fait état et qui dit « La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Point. Donc là, on est au premier étage.
Le deuxième, ça va être pour toutes les sociétés volontaires où on va pouvoir définir une raison d'être. Donc là, c'est l'article 1835 du Code civil qui en fait état et qui dit « Les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle affecte des moyens de réalisation de son activité. » Donc on peut voir qu'il y a déjà certaines grosses entreprises en France qui ont défini des raisons d'être dans leur statut. Et enfin, on va avoir le dernier étage de la fusée, donc qu'on va appeler les pionniers, parce que c'est quelque chose qui est très récent et on va vraiment devenir société à mission. Et donc là, c'est l'article L210-10 du Code du commerce qui en fait état, où une société peut donc faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque plusieurs conditions sont respectées. Et effectivement, on a un certain nombre de conditions à respecter pour devenir société à mission. Les voici. Dans un premier temps, il faut définir une raison d'être. Il faut ensuite l'incorporer au statut. Il faut définir une gouvernance, donc on en reparlera dans l'application, mais définir une gouvernance, c'est notamment créer un comité de mission. C'est ensuite l'évaluer par un organisme tiers indépendant et bien entendu la déclarer au tribunal du commerce. Pour la mise en application, un premier point, ce sont les domaines d'application. On se demande toujours, mais alors, la société à mission, on dit société, on dit entreprise, est-ce que finalement c'est possible pour les sociétés d'assurance, les mutuelles, les coopératives? Oui, tout à fait. Par contre, on ne va pas pouvoir qualifier de société à mission un groupement d'intérêt économique ou une fondation, parce que là, ce n'est pas considéré comme société commerciale. Aussi, le deuxième point des domaines d'application, c'est que c'est applicable à tous les types d'activités. Donc, que ça aille à la société de conseil, à l'assurance, mais même ça peut être tout à fait un commerce de proximité. C'est vraiment applicable à tous les types d'activités. Ensuite, on a parlé beaucoup de raison d'être jusque-là, sans vraiment la définir. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la raison d'être, c'est la contribution que l'entreprise souhaite apporter aux principaux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques de son domaine d'activité en impliquant ses principales parties prenantes. Et donc, pour cela, pour définir sa raison d'être, donc le plus intéressant, c'est de le faire en impliquant ses parties prenantes, ses collaborateurs, donc de le faire en interne. Et donc pour cela, il faut avoir une parfaite connaissance de l'entreprise, pour avoir une raison d'être qui soit ciblée vraiment sur les objectifs et sur ce qu'est par essence l'entreprise en question. C'est aussi générer une motivation pour qu'on ait vraiment l'ensemble, peut-être pas tous les collaborateurs, bien entendu, ça dépend du nombre qu'ils sont au sein de la société, mais en tout cas vraiment générer presque une émulation autour de cette démarche. Être créatif, parce qu'une raison d'être, c'est bien si elle est impactante. Éviter aussi une raison d'être qui pourrait être trop large, tout simplement parce que si elle est trop longue, ça risque ensuite d'avoir des répercussions sur le comité de mission. On ne va plus vraiment savoir quels sont les objectifs derrière ça. C'est aussi choisir une mission réaliste, parce que la raison d'être, donc, elle s'apparente à cette mission. Et si on part sur quelque chose qui est complètement hors sol, entre guillemets, on va vraiment avoir du mal à réaliser ces objectifs-là et ça va créer des complications pour la suite. C'est aussi choisir une raison d'être qu'on peut faire évoluer, parce que c'est le plus intéressant de pouvoir vraiment peut-être la complexifier au fur et à mesure des années. Être ouvert également, parce que la raison d'être, notamment quand on le fait en intelligence collective, c'est bien de pouvoir être ouvert aux propositions des uns et des autres en interne. Et c'est aussi être rigoureux, tout simplement pour qu'elle puisse quand même garder un certain cadre et qu'on soit dans quelque chose qui soit complètement bordé. Ensuite, donc dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les conditions et notamment définir une gouvernance, il faut définir un comité de mission. Donc ce comité de mission, il va être composé d'un salarié au minimum. Il n'y a pas de maximum, en tout cas dans ce qui est dit dans la loi. Donc on est sur au moins un salarié. Il faut qu'il y ait un rapport annuel, donc qui soit fait par ce comité de mission. Donc ce rapport annuel, il va prendre finalement tout ce qui a trait à la raison d'être, à la mission qui a été établie et donc engagée dans les statuts, pour justement vérifier que tout est bien en œuvre et que tout est en accord avec cette raison d'être. Et donc, selon la loi, ce comité de mission peut procéder à toute vérification qu'il trouve opportune. Et enfin, donc, sa mission, c'est vraiment de suivre, d'évaluer la conformité de la gestion de l'entreprise par rapport à sa mission. Donc, ce comité de mission-là, il va vraiment être essentiel dans cette démarche de société à mission,
parce que c'est lui qui va pouvoir vraiment faire en sorte que la démarche soit pérenne. Et donc, c'est un élément complètement indispensable. Au niveau de l'évaluation, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer par déclarer au tribunal du commerce son statut de société à mission. Par contre, il va falloir au fur et à mesure qu'on évalue cette démarche-là, et notamment par un organisme tiers indépendant. Donc, quand on a déclaré, donc à T0, donc disons maintenant, il faut ensuite faire une première vérification par cet organisme tiers indépendant avant 18 mois. Ensuite, la deuxième vérification aura lieu 2 ans après, puis tous les 2 ans, pardon, excusez-moi. Et enfin, un point important, c'est qu'une société peut choisir un organisme tiers indépendant. Par contre, le mandat ne peut pas durer plus de 6 ans. Donc, c'est-à-dire qu'à T plus 6 ans, il va falloir changer d'OTI, en prendre un nouveau. Toutefois, je dois quand même vous mettre en garde sur un fait important, c'est que ce rétro-planning-là, cette timeline, elle va être très différente pour les sociétés de moins de 50 salariés. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la première vérification va se faire dans les 2 ans après la déclaration, et ensuite, ça va être tous les 3 ans. Donc, on est quand même sur quelque chose qui va être plus léger, mais mise en garde malgré tout du comité de mission, qui du coup va avoir moins de deadline et qui du coup risque d'être un peu submergé l'année du contrôle. Enfin, pour la déclaration, donc, on va avoir besoin d'un certain nombre de documents, et donc notamment un exemplaire du PV d'Assemblée générale, donc du procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire, ayant décidé la modification de l'objet social, et donc qui va vraiment certifier conforme, enfin qui va être certifié comme conforme par le représentant légal. Ensuite, il va falloir mettre un exemplaire des statuts mis à jour, ajouter une attestation de parution d'un avis dans un journal d'annonce légale, un formulaire M2 dûment rempli et signé. Donc, un formulaire M2, c'est tout simplement un document CERFA. Donc, je pourrais vous mettre tout à l'heure le numéro dans la conversation. Et enfin, un pouvoir en original du représentant légal s'il n'a pas signé lui-même le formulaire M2. Donc finalement, pour devenir société à mission, on est quand même sur quelque chose qui va être relativement simple, où on va simplement avoir un certain nombre de documents à aller déposer, bien entendu, pour déclarer ce statut. Mais c'est surtout le travail en amont qui ne va pas être compliqué, mais qui peut être un peu chronophage si on implique effectivement ces parties prenantes pour avoir quelque chose qui soit vraiment collectif. Je termine à 2 minutes de la fin, ce qui va nous laisser 12 minutes pour les questions. Est-ce que je peux répondre à certaines questions? En avez-vous? Agathe? Oui. Oui, bonjour, c'est Nelly. Le rapport de la société à mission, il est différent du DPEF? Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, pour le moment, il y a un flou autour du rapport qui doit être donné sur le comité de mission. Alors, on sait simplement qu'il doit être joint au rapport de gestion. Et donc, on s'est un peu intéressé à ce sujet-là. Et donc, c'est un rapport qui va être différent effectivement de la DPEF. Mais par contre, le seul truc que l'on va savoir, c'est que les organismes tiers indépendants auront quasiment la même mission que ceux qui vérifient les déclarations de performance extra-financière. Donc, on va quand même être sur quelque chose qui ne sera pas semblable, bien entendu, mais on va trouver de toute façon des similitudes, ne serait-ce qu'au niveau de certains indicateurs ou autres, mais tout dépendra de toute façon de la raison d'être évoquée par l'entreprise et de la mission. Merci. Avez-vous d'autres questions? Mais écoutez, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous si vous aviez des questions qui surviendraient. Nous, juste pour vous donner un exemple, la société Primum Nocere est devenue entreprise à mission en 2020, donc c'est tout récent. Et pour nous, notre raison d'être, donc nous l'avons choisi de manière collective, et donc c'est promouvoir un développement pérenne, préservant l'environnement et la santé de chacun. C'est ce qui correspondait le plus aussi bien à nos valeurs et à ce que nous avions décidé de façon collective. J'ai une autre question, Agathe. Quand tu parlais d'inclure les parties prenantes, tu as parlé que des parties prenantes internes. Est-ce qu'on prend en compte les parties prenantes externes aussi dans…
dans la définition de la mission ou pas? Alors ça, c'est complètement au choix de la société. C'est-à-dire que pour que ce soit plus simple, on peut faire uniquement en interne. Si on veut par contre avoir vraiment un impact qui soit beaucoup plus fort, on peut prendre effectivement en considération les avis des parties prenantes externes. Par contre, là, on va partir sur un processus de concertation qui va être tout de suite plus lourd, un petit peu plus conséquent, mais c'est tout à fait possible et c'est encore plus fort, je trouve, de mon point de vue. D'accord. Et du coup, encore une question. Quelle est la durée, enfin le timing pour quand on se lance dans une telle démarche, combien de temps ça prend, quelles ressources ça mobilise pour l'ensemble des collaborateurs, enfin peut-être pas l'ensemble des collaborateurs, mais de l'ensemble des personnes impliquées dans la démarche? Alors en fait, là, ça va dépendre du nombre de collaborateurs qu'il y a au sein de la société. Parce que par exemple, si je prends une entreprise qui va être de 5-6 personnes, ça peut aller très vite. Ça peut aller en l'espace de 2-3 mois, ça peut être fait. Par contre, si on commence déjà à être au-delà de 20, entre 20 et 50, on va plutôt partir sur 6 mois. Le temps qui est effectivement cette définition de raison d'être, etc., etc., là, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tout simplement parce que c'est un processus d'intelligence collective et que parfois, on va revenir sur des choses qu'on s'était dites ou autres. Et là, ça va effectivement prendre un peu plus de temps. Mais il y a notamment des très grosses organisations qui ont été qualifiées de sociétés à mission quasiment dans les premiers mois où c'est sorti et qui sont donc très conséquentes avec un nombre de collaborateurs important et qui ont réussi en assez peu de temps finalement. Donc c'est possible aussi, même en peu de temps. Ok. Tu inclus dans ce timing les démarches administratives? Oui, tout à fait. Tout à Ok. fait. Luce, je vois que tu as noté une question dans le chat. Il suffit alors, dans un premier temps, d'une simple déclaration, puis d'un suivi. Oui, en gros, si on schématise, effectivement, c'est ça. Euh, et le suivi, donc il est constant. Simplement, l'évaluation, elle aura lieu donc soit à 18 mois, soit à 2 ans, en fonction du nombre de collaborateurs. Avez-vous d'autres questions? Moi, Agathe, c'est Benoît. J'avais une petite question. J'avais vu passer que pour les entreprises de moins de 50 salariés, on n'était pas obligé de construire et de se baser sur un comité à mission et qu'on pouvait charger une personne de l'entreprise de fonder le rapport, enfin de construire ce rapport annuel, d'aller voir les différents acteurs de l'entreprise. Donc, pour ces entreprises, on peut parfaitement faire construire un comité, mais ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que tu conseillerais pour une entreprise de moins de 50 salariés? Tu leur conseillerais quand même de construire un comité? Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un comité à mission à proprement parler, mais d'avoir une seule personne. Moi, je conseillerais quand même d'avoir au moins 2 personnes, même pour les toutes petites entreprises, tout simplement parce qu'il va falloir faire des vérifications et il va falloir également être le plus objectif possible. Et c'est vrai que quand on est 2, c'est quand même une garantie que ce soit plus facilement réalisable. Donc, au moins 2 personnes, ça me paraît important. Ok, super, merci. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Un complément de question de Luce qui demande qui vérifie. Alors, qui vérifie au niveau du suivi? Alors, je ne sais pas, Luce. Alors, si c'est au niveau du comité de mission, du coup, c'est les membres du comité de mission qui vérifient ça. D'accord, donc c'est ça, effectivement. Donc, oui, ce sont les membres en eux-mêmes, en fait, qui vont faire ces vérifications-là. Au niveau de la loi, c'est quand même assez flou là-dedans parce que, effectivement, on se demande quel est finalement le pouvoir du comité de mission, jusqu'où il peut aller vérifier. Et de ce qu'en dit la loi, c'est que toute vérification qui semble opportune peut être faite. Donc, ce suivi est fait par le comité de mission. De mon sens, il faut qu'il soit agrémenté d'un tableau de bord, de documents vraiment qu'on puisse reprendre d'année en année pour avoir quelque chose qui soit formalisé et facilement vérifiable aussi. Parce que jusque-là, la formation des organismes tiers indépendants n'a pas commencé et donc on se demande ce qu'ils vont réellement vérifier et dans quelles circonstances. Une autre question de Delphine qui dit: Agathe, toi qui as largement contribué à l'établissement du statut de société à mission chez Primum, qu'est-ce qui est selon toi le plus challengeant dans cette démarche? Alors, je ne sais pas si c'est le plus challengeant, mais en tout cas, c'est ce qui a été le plus,
le plus, pas difficile, hein, mais presque plus chronophage, dirons-nous, c'est vraiment l'établissement de la raison d'être pour que justement tout le monde soit d'accord et tout le monde s'y retrouve. Je pense que cette raison d'être, on ne peut jamais la définir comme telle et elle sera certainement à revoir d'ici 1 ou 2 ans parce qu'effectivement, notre raison d'être, elle évolue aussi en fonction de nos activités, en fonction des personnes qui sont dans l'entreprise. Et donc, ouais, je pense que c'est cette démarche-là qui a été la plus challengeante d'associer intelligence collective avec société à mission. Et au final, je trouve que ça donne quelque chose qui est plutôt réussi. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, vous pourrez retrouver dans le chat l'actualité des webinaires de l'agence et les prochaines sessions. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.